Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. La suppression de postes d'enseignants à la une aujourd'hui et ce cafouillage qui perturbe les syndicats. Lundi, le ministère de l'Éducation a annoncé une réduction des effectifs encore plus importante que prévu. Puis, rétro-pédalage hier. On va faire le point avec notre invité en première partie de cette émission. En seconde partie, nous parlerons de l'enseignement privé catholique avec l'auteur d'un livre, Foi de prof, qui détaille son expérience justement de cet enseignement. Et puis la chronique de Shirley Adélaïde, elle vous parlera des politiques qui investissent de plus en plus les réseaux sociaux. Mais avant cela, place au débat, place à l'actualité, à cette question à laquelle personne ne répond clairement. Combien de postes d'enseignants vont être supprimés à la rentrée prochaine? Une question évidemment qui cristallise les tensions. On en parle avec le président du SNALC, Jean-Rémy Girard. Et je suis ravie d'accueillir Jean-Rémy Girard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un fidèle de l'émission, enseignant et président du SNALC. On va parler aujourd'hui suppression de postes, une énorme confusion. On va replacer le contexte pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Donc lundi, le ministre de l'Éducation, Édouard Geoffray, a présenté un plan de suppression de postes enseignants bien supérieur à ce qui était prévu. Déjà, c'était un tollé total sur les chiffres de départ. Mais alors là, évidemment, énorme tollé supplémentaire pour finalement se raviser hier, si j'ai bien compris. Que s'est-il passé exactement? Parce que moi, je suis perdue. C'est normal d'être perdu. Alors moi, j'y étais lundi, donc effectivement, c'est plus facile pour moi de comprendre. Donc du coup, vous avez vécu le moment J'ai vécu le moment, j'étais là. Du calcul, de se dire premier degré, second degré, voilà, ça va pas du tout? Ça ne va pas, oui. Effectivement. En fait, ce qu'il faut comprendre, il y avait le projet de loi de finances de l'automne dernier, qui est en gros ce qui est en train d'être voté par 49.3, avec... Un peu sabré quand même, Voilà, oui. avec 4000 suppressions de postes d'enseignants. Ça, c'est le chiffre qu'on a toujours eu. Et on arrive lundi au ministère de l'Éducation nationale pour un comité ministériel, enfin une instance obligatoire où on doit présenter les chiffres de la rentrée. Et là, on découvre dans les documents qu'il y a 4000 suppressions de postes, mais uniquement dans le public. Sachant que dans les chiffres du projet de loi de finances, c'est 4000 avec l'enseignement privé. Bien Donc sûr. en fait, il y avait plus de 700 postes dans le privé et 3000 et quelques dans le public. Et là, on a 4000 que dans le public, mais on nous dit qu'il y a toujours des suppressions de postes dans le privé pour autant. Donc en fait, on arrivait à 4700 suppressions de postes en tout. Et on a passé des heures et des heures, mais vraiment, quand je dis des heures et des heures, à discuter avec le ministère en leur demandant mais pourquoi ça ne correspond pas au projet de loi de finances, à ce qui est présenté aux députés et qui d'ailleurs est l'objet du 49.3. Enfin, il faut quand même qu'on soit d'accord, il faut quand même qu'il y ait les mêmes chiffres, partout. Oui. Et ils étaient absolument incapables de nous expliquer pourquoi les tableaux qu'ils nous présentaient n'étaient pas ce qu'il y avait dans le projet de loi de finances. En fait, on a enfin fini par comprendre, c'est que le ministère avait gardé des postes, j'ai envie de dire sous le coude, un peu plus de 300 postes dans le primaire, un peu plus de 400 postes dans le secondaire. Du fait de la réforme du concours et de la formation initiale, comme ils ne sont pas sûrs du rendement, parce que là on va être en phase de transition, ils se sont dit, eh bien, on va garder des postes de côté, parce que si on n'a pas assez de gens qui passent le concours et qui sont en situation d'enseigner immédiatement, il faudra des postes pour compenser. Sauf que ces postes, ils avaient oublié de nous les mettre dans le tableau. Donc, effectivement, les chiffres étaient faux. Le ministère s'en est finalement rendu compte. Nous, on leur a dit, on ne veut pas que vous gardiez des postes de côté, on veut que vous les répartissiez immédiatement entre les académies, qui est moins de suppression de postes, de mesures de cartes scolaires, parce qu'en fait, là, il y avait plus, finalement, de mesures de cartes scolaires et de suppression de postes qui allaient avoir lieu dès maintenant, pour les mutations aussi des enseignants, qui allaient être encore plus difficiles à faire. Le ministre a fini par trancher et par nous renvoyer donc, les bons documents. Ça, c'était hier. Voilà, hier, dans lesquels ils ont non seulement donc remis ces postes-là, qui existaient en fait, mais qu'ils avaient juste oublié de nous mettre, et ils les ont répartis immédiatement entre les académies. Pardon de faire des comptes d'apothicaire, mais moi j'en étais à 700, donc tout d'un coup qui arrivaient sur le marché en plus. Là, moi j'ai depuis hier près de 800 postes d'enseignants qui seront finalement maintenus. Donc ça veut dire 100 de moins
non-suppression. Alors, non, en fait, c'est les fameux postes qu'ils avaient oubliés. C'était, là, je crois, maintenant je les connais par cœur, c'est horrible, hein, mais c'était 338 postes dans le premier degré, 438 postes dans le premier degré, donc ça fait bien les près de 800. Mais en fait, tout ça, c'est toujours les 4000 suppressions de postes du départ. Les chiffres du projet de loi de finances, les chiffres qu'ont eu les députés sont les bons. En réalité, ce sont les organisations syndicales représentatives, dont le SNALC, à qui on n'a pas fourni les bons chiffres et nous avons passé des heures à parler sur des chiffres qui étaient faux. Alors, mon esprit un peu torturé s'est dit, mais quand même, est-ce que c'est pas un coup de com'? C'est-à-dire grossir les chiffres tout d'un coup pour que tout le monde hurle, pour finalement se féliciter et se dire, c'est pas si grave, finalement, ça va, ça passe les 4000. Parce qu'en fait, le problème de base, on y est toujours. Il y a quand même 4000 suppressions de postes. C'est ça. Alors, on peut toujours l'imaginer. Là, véritablement, vu le niveau d'incompréhension des représentants du ministère qu'on avait en face, je ne crois pas qu'ils étaient en train de faire semblant et de le faire exprès. Ils étaient eux-mêmes en train de discuter les uns les autres parce qu'eux-mêmes ne comprenaient pas à un moment les chiffres qu'ils nous présentaient. Alors même qu'ils vous présentaient dans une phase de présentation. Tout à fait. Oui. Mais effectivement, ils n'avaient pas les chiffres du PLF. Ils avaient tellement travaillé dessus qu'ils avaient même plus finalement les bonnes bases, j'allais dire, qu'ils avaient oublié les chiffres de base et ça ne marchait pas. Donc moi, je vais pas faire des procès d'intention là-dessus. Je ne crois pas. Il y a bien 4000 suppressions de postes, qui est une catastrophe, hein, une fois encore, parce qu'on a les classes parmi les plus chargées d'Europe, parce qu'on a une crise de recrutement des enseignants, que le métier n'est pas attractif, parce qu'on a les enseignants qui s'estiment le moins valorisés dans la société de tous les pays de l'OCDE, en France, et supprimer des postes, c'est clairement pas ça qui va améliorer les conditions de travail d'un système en crise. Évidemment, et la notion de reconnaissance, bien évidemment. Juste pour finir sur les chiffres, premier degré, second degré, combien de postes supprimés dans le premier degré, vous savez à peu près? Alors, dans le premier degré, on doit être aux alentours de 1700 ou 1800, peut-être autour de 1800, quelque chose. Dans le second degré, autour de 1300 et quelques brouettes. Voilà. Et dans le privé, 700 et quelques. Normalement, si on additionne les trois, on doit arriver oui, avec les brouettes, on arrive à 4000. Avec les brouettes. D'accord. Voilà. Ok. Et les académies qui sont plus perdantes que d'autres? Alors, globalement, ils ont suivi la baisse démographique dans les différentes académies, ou la hausse, quand il y a une hausse, puisqu'il y a des académies dans le second degré qui gagnent des élèves, hein, même s'il y a une tendance baissière globale. C'est pas vrai forcément partout, je pense à Mayotte, mais je pense aussi à Versailles ou à Créteil, ou même à Nice, ou Aix-Marseille. Donc ils ont suivi ça. Donc dans le premier degré, ils appliquent ce qu'ils appellent un taux de reprise, c'est très joli, qui nous disent que s'ils suivaient la baisse démographique, ils en supprimeraient plus, mais ils ne suivent pas totalement la baisse démographique. Ils ne la suivent qu'à moitié, nous disent-ils, dans le premier degré. Dans le second degré, ils la suivent à 100%. L'argument majeur, c'est ça. Donc pourquoi ils ne le suivent pas finalement? Alors, s'ils le suivaient, ça ferait plus de suppression de postes. J'entends, mais puisque c'est l'argument qui est vraiment donné. C'est donné. compliqué au bout d'un moment de supprimer tant de postes que ça dans le premier degré, parce que ça commence à vouloir dire fermer des écoles, notamment des écoles rurales, des écoles de village, des écoles voilà, en pleine municipale. C'est peut-être pas non plus quelque chose qu'on souhaite faire. Et enfin, ça veut dire déstructurer le maillage des écoles primaires françaises, ce qui est compliqué. Il faut dire aussi que les écoles primaires ont des nombres d'élèves par classe qui peuvent être très très différents d'une école à l'autre. Il y a des maternelles à 30 actuellement. Si on supprime encore plus de postes, on fait quoi? On les met à 35, les élèves? Ça va devenir absolument violent. Alors c'est vrai qu'on en revient toujours à cet argument donc de la chute démographique que l'on peut ressentir à certains endroits et pas tous, comme vous venez de le préciser. Est-ce que c'est entendable à l'heure où la France, encore une fois, et vous l'avez dit, a les effectifs les plus importants des pays de l'OCDE? Non, c'est absolument pas entendable, parce qu'une fois encore, on a des classes qui sont très chargées. Il y a un quart des écoles primaires, des classes d'écoles primaires qui sont à plus de 25 élèves. C'est gigantesque. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres. Voilà. On peut taper à 30, notamment en maternelle, souvent les 30, ça s'atteint. Enfin voilà, c'est pas une norme dans l'Union européenne ou même dans l'OCDE, ça. Dans le second degré, alors là, l'argument démographique, il a vraiment bon dos en collège et en lycée, parce qu'il faut quand même rappeler que quand le nombre d'élèves augmentait, on supprimait déjà des postes. Donc, en gros, il y a plus d'élèves, on supprime des postes, il y a moins d'élèves, on supprime encore des postes. Donc, de toute façon, visiblement, on supprime des postes tout le temps. En attendant, dans mon lycée, les STMG sont toujours à 35. Ça ne donne pas des conditions d'enseignement forcément incroyables, ni pour les élèves, ni pour les enseignants. Oui, ni pour les profs, effectivement. Ni pour personne. Donc, ça veut dire des effectifs de classes qui vont être encore plus chargés, des classes qui vont fermer. C'est quoi les conséquences, clairement? Alors, les conséquences, elles ne sont pas forcément si évidentes que ça à voir, parce qu'elles vont ensuite, ça va se décliner au niveau local. C'est-à-dire que ces chiffres,
Alors cette fois-ci, on va enfin envoyer les bons aux recteurs. Enfin, il y a quand même des rectorats qui ont tenu des comités académiques avec les faux chiffres et qui doivent en retenir d'autres. Voilà, ça a été fabuleux. À Versailles, c'est le cas, par exemple. Et bien ensuite, ils vont essayer de répartir eux-mêmes dans leurs établissements pour voir où est-ce qu'ils suppriment des classes ou des remplaçants éventuellement, parce qu'on ne supprimera pas forcément que des classes, parfois on supprimera des postes de remplaçants. Donc on va voir comment ça se passe. Ça va être des suppressions de classes, oui. Ça c'est très très certain. À l'école primaire, c'est ce qui va arriver, ou des regroupements. Effectivement, on avait un CM1, un CM2, on va avoir un CM1, CM2 par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire, qui vont très clairement se faire. Ça peut être des options qui disparaissent aussi, des spécialités qui sont jugées pas assez prises en lycée, qui vont d'un seul coup, oui, des matières non prioritaires. Quoi. Voilà, ça par exemple. Ou soi-disant, où les arts c'est peut-être moins important, voilà, etc. On se dit tout d'un coup, voilà, les classiques. Voilà, donc tout d'un coup, on se dirait, on va se départir de ces matières-là avec des professeurs qui en fait peuvent se retrouver, donc du coup, qui ont ces compétences et donc sans travail. Et alors, non, alors. Personne ne va se retrouver sans travail, parce que de toute façon, on n'arrive déjà pas à remplacer les gens qui sont absents. Voilà, donc personne ne va se retrouver sans travail, sauf s'il y a des bizarreries qui se passent dans certaines disciplines. Il peut y avoir des contractuels qu'on ne réembauche pas. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver localement chaque année, avec des sortes d'ajustements dont les contractuels font les frais. En revanche, ce qui risque le plus courant dans ces cas-là, c'est-à-dire que les gens qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. C'est-à-dire qu'il y a un professeur, je ne sais pas, de mathématiques qui part à la retraite et hop, on ferme un poste de mathématiques au passage dans le lycée. Ça fait moins de drame humain parce qu'en fait, personne n'est obligé de quitter le lycée. En revanche, finalement, il y a un prof de maths en moins et éventuellement des classes potentiellement plus chargées. Plus chargées. Mais donc, pour être clair, 4000 suppressions de postes sont des départs à la retraite non remplacés ou alors des contractuels qui ne poursuivent pas. Voilà, voilà, ça peut être ça. Et là-dedans, on ne voit pas, en fait, parce que là, on a du quantitatif, mais on ne voit pas ce qui se passe au niveau du qualitatif. Oui, j'allais y venir. Par exemple, voilà, dans ces 4000 suppressions de postes, on nous a annoncé, Sébastien Lecornu lui-même, le Premier ministre, a annoncé le 16 janvier dernier, il y a 2000 emplois supplémentaires pour l'école inclusive. Grosse annonce. Voilà. Alors, il y en a 1200 qui étaient déjà prévus, en fait, à l'automne. Il y en a 500 accompagnants d'élèves en situation de handicap qui, effectivement, sont prévus en supplémentaire. Les 300 restants, c'est 300 professeurs des écoles, essentiellement, qui, en fait, sont dans ces 4000 suppressions. C'est-à-dire qu'on va prendre 300 professeurs qui existent déjà, on va les mettre pour l'école inclusive dans ce qu'on appelle des ULIS, mais du coup, on les prend de quelque part. D'accord, donc c'est une répartition différente, c'est ça. Pas un ajout. Voilà, non, ça, ces 300-là, c'est juste une répartition différente. Pareil, toujours l'école inclusive, on est en train alors c'est même plus une expérimentation, c'est une généralisation. Les pôles d'appui à la scolarité, les PASS, c'est ce qui va gérer désormais les accompagnants d'élèves en situation de handicap, c'est le dispositif qui va gérer ça. À la rentrée 2026, on nous a annoncé qu'il y en avait 1000 qui se mettaient en place, sachant qu'un PASS, c'est un enseignant qui ne s'occupe que du PASS, un coordonnateur qui est sur le PASS. Mais ces 1000-là, on les a pas créés, on n'a pas créé 1000 emplois d'enseignants à mettre sur les PASS. On va juste prendre 1000 enseignants qui sont dans des classes et on va les mettre sur les PASS. Et ils ne seront plus dans des classes. Mais enfin, ça veut dire qu'on va les prendre, ça veut dire quoi? Avec leur accord? Avec quoi? Alors, généralement, oui, de toute façon, avec leur accord. On ne peut pas forcer quelqu'un à coordonner un PASS. Mais ça va être notamment des professeurs de l'enseignement spécialisé, des enseignants spécialisés, qui éventuellement exerçaient dans des structures spécialisées, qui exerçaient justement devant des élèves en situation de handicap et qui maintenant vont faire de la coordination du PASS. Et on ne sait pas très bien ce qui va se passer, si j'ai envie de dire, à la place. Vous parlez d'inclusion, il y a eu quand même le statut des AESH qui a été rejeté, leur statut rejeté récemment au Sénat. Donc est-ce que réellement il y a une vraie volonté d'inclusion ou encore une fois, cette nouvelle répartition n'est qu'une question de cases quoi, c'est énormément une question de cases. Là, on est en train vraiment de créer des dispositifs de l'école inclusive qui sont censés avoir des moyens supplémentaires, mais qui ne sont pas supplémentaires, qui sont pris sur d'autres en réalité. Le SNAC fait partie d'une large intersyndicale pour la création d'un statut de fonctionnaire pour les AESH. Nous avons été reçus avant-hier par le cabinet du ministre. Nous allons commencer à travailler sur à quoi pourrait ressembler un statut pour les AESH. Ça ne veut pas dire qu'il va se faire pour l'instant, puisque de toute façon ça dépend de la représentation nationale, qui pour l'instant l'a rejeté, mais ça va revenir. Un jour, ça va arriver. A priori, bientôt, puisque entre les municipales et la présidentielle, il va se passer quand même des mouvements. Pour nous, c'est le sens de l'histoire. On a
près de 150 000 personnes maintenant qui sont des personnes, j'allais dire, dont on a besoin pour le fonctionnement normal du système éducatif. On ne peut pas continuer à avoir 150 000 contractuels dont la plupart sont payés en dessous du seuil de pauvreté. Il faut créer un corps de fonctionnaires. Mais on va commencer enfin à travailler dessus avec le ministère pour réfléchir à tout ce que peuvent être un concours, une validation des acquis de l'expérience. Enfin, Jérémy Girard, ça fait 3 ans et demi que l'émission Le Grand JT existe. On en a parlé beaucoup du statut des AESH ici, notamment ensemble. Vous avez vous-même porté cette voix-là auprès des ministères. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes entendu sur ce sujet? Pourquoi ça avance? Ma question, c'est pourquoi ça avance maintenant et pas avant? C'est effectivement la première fois qu'on a une ouverture, mais on voit aussi qu'il y a des députés, des sénateurs qui commencent à saisir de plus en plus de la chose. J'ai envie de dire, c'est quand même grâce au travail qu'on a fait aussi pour porter ce sujet, y compris médiatiquement, et je vais presque dire au lobbying qu'on a fait auprès de la représentation nationale. Pourquoi ça avance? Parce que là, on est, je crois, en train de se rendre compte que les AESH sont des personnels qui sont de plus en plus en grande souffrance. Mais on savait déjà ça, c'est dramatique depuis des années. Oui, mais alors là, voilà, ça se sait de manière beaucoup plus large. Bien sûr, c'est dramatique depuis longtemps. Nous, on est les premiers à le savoir. Il a fallu en convaincre tout le monde, j'ai envie de dire. Là, voilà, on commence à avoir un consensus sur le fait que ça ne va pas, que ce métier, qui est un métier essentiel, et exercé dans des conditions déplorables pour un salaire de misère, eh bien, je crois que là, la société, il faut qu'elle le fasse de plus en plus entendre sa voix là-dessus. On a une pétition intersyndicale qui a dépassé les 100 000 signatures. C'est gigantesque pour une pétition de syndicat de l'éducation nationale. Voilà, je crois que c'est un sujet de société. Et je pense que si les Français avaient tous accès à cette pétition, évidemment, les chiffres auraient explosé. Ils peuvent continuer de la signer. Ils vont sur notre site ou sur le site du syndicat. Ils peuvent la signer encore. Ils peuvent la signer encore? Oui. D'accord. Par rapport aux professeurs qui vont continuer d'exercer, n'est-ce pas, qui ne seront pas amenés vers la retraite doucement et donc non remplacés, est-ce qu'ils risquent des heures supplémentaires imposées? Alors, il n'y aura pas plus d'heures supplémentaires cette année que l'année dernière, parce que nous, dans les chiffres qu'on a, on a également le volet de ce qu'on appelle les HSA, les heures supplémentaires à l'année. Et effectivement, on a un montant total d'HSA qui est stable. Sauf que combien de pourcents de pas près? Enfin, je sais pas. Alors, je ne sais plus à combien de pourcents on est dans le second degré en HSA, mais on a eu des périodes d'augmentation nette. Alors, il y a quand même, comme il y a 4000 postes en moins et que le nombre d'HSA ne change pas, en vrai, il y a un petit peu plus d'HSA par personne, puisqu'il y a moins de gens. Ça, c'est assez mathématique. Mais le volume d'HSA, là, pour le coup, n'augmente pas. En revanche, la répartition change un peu. Il y en aura un peu plus, par exemple, à Versailles et à Créteil, un peu moins dans d'autres académies. Parce qu'à Versailles et à Créteil, on a du mal à trouver des enseignants. Donc, on essaye de faire plus d'heures à ceux qu'on a déjà. On a du mal à trouver des enseignants et il y a plus d'enfants. Enfin, en tout cas, une démographie qui est pas en il y a plus d'enfants à Versailles et à Créteil. Effectivement. On parle de niveau scolaire parce que tout ça joue évidemment sur l'apprentissage de nos enfants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, peu importe. En tout cas, ce sont les élèves qui en pâtissent. D'après les classements PISA 2025 de l'OCDE, eh bien la France est 23e sur 85. Est-ce que l'effondrement du niveau scolaire dont on parle tant, alors savoir est-ce que c'est vraiment un effondrement de niveau, mais en tout cas bon, du niveau scolaire, est-ce qu'il risque de s'amplifier avec ce type de situation? Ça ne va pas s'améliorer. C'est-à-dire qu'il y a sans aucun doute d'autres pays, et on le sait d'ailleurs, qu'il y a d'autres pays qui investissent aussi sur leur système éducatif nettement plus que la France n'est en train de le faire sur le sien à l'heure actuelle. Alors que l'éducation est censée être une priorité du gouvernement. Mais alors ça, la notion de l'école c'est une priorité, l'éducation c'est une priorité, moi depuis que je suis représentant syndical et même probablement depuis que je suis professeur, je pense que je l'entends tous les ans. Depuis que j'exerce, ça n'a jamais été une priorité. À un moment, il faut arrêter de dire, il faut arrêter que les gens disent, j'ai envie de dire qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. Enfin, on le voit bien que ce n'est pas une priorité, donc arrêtez de nous dire que c'est une priorité. Dites-nous, on a besoin de faire des économies, on en fait une partie chez vous. Ce sera plus honnête. Voilà, on préférerait au moins être traité avec honnêteté, sinon être bien traité. Arnaud Gallet et la députée Francesca Pasquini proposent une délégation aux droits de l'enfant dans chaque mairie à l'issue des municipales. C'est un enjeu des élections municipales pour justement faire prévaloir les droits de l'enfant et notamment, effectivement, en termes de scolarité et d'apprentissage. Est-ce que vous êtes pour? Alors, nous, on est pour qu'il se passe quelque chose. Nous, on est pour, en revanche, éviter le millefeuille. C'est-à-dire qu'il y a un défenseur des droits, il y a quelqu'un qui est en charge effectivement de l'enfance déjà, mais pas au ministère de l'Éducation nationale. Ce serait une verticalité de l'enfant. Le ministre a parlé peut-être d'un défenseur des droits de l'enfant au sein du ministère de l'Éducation nationale, pourquoi pas.
Là, c'est l'idée de le faire au niveau des communes. À un moment, il ne faut pas non plus qu'on ait 40 défenseurs des droits de l'enfant partout. Il faut que, parce qu'ensuite, les gens ne vont pas savoir auxquels s'adresser non plus. Donc, nous, on est tout à fait... C'est ça de chaque mairie, c'est assez simple. C'est pour ça, nous, on est tout à fait... Non, mais nous, on est tout à fait preneurs pour que tout le monde se parle et qu'à l'arrivée, on dise le bon niveau pour avoir ces personnes, c'est celui-là. Nous, on pense qu'il y a un niveau qu'il le faut, parce qu'on pense qu'effectivement, il doit y avoir la transparence complète et que quand il y a des choses graves qui se passent, il faut que la vérité puisse sortir, il faut que la parole se libère. C'est absolument essentiel pour ensuite aussi éviter le soupçon sur tout le monde, d'ailleurs, parce que ça peut être des choses sur lesquelles nous, on peut souffrir, parce que finalement, il n'y a quasiment pas d'enseignants qui sont condamnés. Pour ça, les derniers cas qu'il y a eu, c'était pour des animateurs du périscolaire, mais nous, on veut qu'on soit à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus... Enfin voilà, que dès qu'un enseignant s'est reconnu il n'est plus devant élève, il est viré de l'éducation nationale et c'est terminé. Il faut que ce soit très clair pour que justement les parents n'aient pas de doute là-dessus. Il faut voir aussi que les enseignants... La suspension est immédiate en cas de suspicion. Oui, alors de toute façon, là, généralement, ils utilisent la suspension au ministère. On ne laisse pas quelqu'un qui est suspecté de ce genre de choses devant des élèves. Il faut voir aussi que les personnels d'éducation nationale, notamment les enseignants, c'est les premiers à faire ce qu'on appelle des informations préoccupantes, c'est-à-dire qu'on est aussi partie prenante dans la manifestation de la vérité, parce que effectivement, des enfants qui sont agressés, que ce soit sexuellement, qu'ils soient harcelés, etc., c'est des choses où nous, on peut voir les signes et on les fait remonter. On y est d'ailleurs tenu par notre statut, par le statut de fonctionnaire, on est obligé de le faire. Et c'est important, nous-mêmes, que tout ça soit bien pris en compte. Parfois, c'est compliqué quand on est enseignant de faire cette démarche parce qu'on a peur que ça puisse se retourner contre nous, parce que parfois on a une suspicion, mais on n'a pas forcément de preuves. Il faut qu'on soit nous-mêmes, d'ailleurs, protégés quand on fait ce travail-là. Alors oui, ça, il faut qu'on soit formé, ça, on est bien d'accord, mais alors la formation dans l'éducation nationale, c'est pas avec les chiffres du budget qu'on a qu'on va l'améliorer. Justement, la réforme de la formation initiale, ça fait partie aussi de vos prérogatives de la semaine, non? Oui, j'y étais ce matin. Voilà, un petit mot. Qu'est-ce qu'on peut en espérer? C'est compliqué, le mot c'est que c'est compliqué, puisque là on est dans une période de transition entre l'ancien système à Bac+5 et le nouveau système à Bac+3. Donc on ne sait pas combien on va avoir d'enseignants et de quel statut ils vont être là après les concours, parce que des Bac+5 peuvent passer le concours à Bac+3 et eux ils enseigneront, mais ceux à Bac+3 n'enseigneront pas tout de suite à la rentrée prochaine, ils seront formés. Donc c'est un grand flou, il y a encore énormément de questions qui se posent. C'est à la fois une réforme qu'on travaille depuis très très longtemps, mais en fait on a eu des périodes d'absence de dialogue gigantesque. Et là, d'un seul coup, il faut que ça aille très vite, très vite, très vite. Ça dépend aussi de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, parce que de toute façon, ces concours et cette réforme sont suspendus à la validation, j'ai envie de dire, du budget. Si le budget n'est pas validé, il n'y aura pas de concours à Bac+3. C'est pas l'hypothèse la plus probable, on l'a vu politiquement, mais ça peut arriver. En tous les cas, c'est pas ça qui va changer la question de l'attractivité. On va peut-être avoir une légère embellie parce qu'on aura tout simplement mathématiquement plus de personnes qui peuvent présenter le concours, mais en réalité ça ne va pas changer les conditions d'exercice du métier. Nous au SNALC on dit c'est la rémunération, les conditions d'exercice du métier qui sont prioritaires pour arriver sur le long terme en vérité à améliorer. Ça passerait par une baisse de la taille des classes. Et pour ça, il faut arrêter de supprimer 4000 postes. Voilà, on est dans le fameux cercle vicieux. Jean-Rémy Girard, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT, enseignant et aussi président du SNALC, le syndicat national des redites-moi. Lycée, collège, école et supérieur. C'est le A qui me manque. C'est national. Voilà, c'est imprononçable. National. Syndicat national des lycées et collèges d'enseignement supérieur. Et école. Voilà. Merci à vous, Jean-Rémy Girard. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Harold de Cobert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes romancier, également prof de lettres suppléant au lycée privé catholique Passy-Saint-Honoré à Paris. Je le dis car forcément ça influe sur votre livre. Foi de prof
une année dans l'enseignement privé catholique, paru aux éditions du Rocher. Et bien sûr, à vos côtés, forcément, en tant que prof de lettres, les mots prennent tout leur sens. Oui. Quand on écrit foi, F-O-I, de prof, ça veut dire 1000 choses. Est-ce que c'est la foi en l'école, la foi en tant que professeur, la foi en tant que religion? Qu'est-ce qui prévaut? Alors moi, c'est surtout la foi dans la jeunesse. Et la jeunesse que j'ai rencontrée lorsque j'ai commencé à enseigner il y a 1 an et demi maintenant. Parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'avais jamais vraiment enseigné, même si j'ai un fils de 15 ans, que je connais ses copains, que j'ai donné plein de cours particuliers pendant 10-15 ans, où je me suis retrouvé à être une sorte de précepteur des fils et filles d'eux qui étaient en échec scolaire. Prendre une classe, ça n'est pas la même chose. Et prendre une classe en 2025, l'année dernière, 24, c'est pas la même chose non plus, parce que c'est une génération qui a changé, qui ne se forme plus comme vous et nous nous sommes informés lorsque nous faisions nos études. Et j'ai découvert une jeunesse qu'on nous décrit souvent comme de plus en plus abétie par les écrans, etc., etc. Et j'ai découvert une jeunesse en fait qui est tout à fait capable d'intelligence, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et en vrai, il suffit simplement d'être exigeant avec eux et de les accompagner sur le chemin de cette exigence-là, et ils s'élèvent très facilement. Je pense vraiment, et ça c'est terrible, que si leur niveau a baissé, c'est précisément parce qu'on a baissé le niveau des programmes. Et que si on rehausse le niveau des programmes, c'est-à-dire qu'on leur fait confiance, et pour le coup qu'on a foi en eux précisément, eh bien ça peut fonctionner tout à fait. Et foi en vous aussi, hein, car ce n'était pas votre métier finalement, vous étiez romancier, je le disais. Oui. Qu'est-ce qui fait que jeune, tout à fait jeune, à 51 ans, vous décidiez tout d'un coup de prendre le chemin de l'école? Ça a été un long chemin parce qu'en vrai, en vérité, j'ai toujours pensé que je serais un mauvais professeur. Pourtant, j'ai fait des études de lettres longues, mes directeurs de thèse voulaient que je rentre dans leur club fermé, que j'enseigne à l'université, mais je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, j'avais peur de dégoûter des jeunes esprits de la matière que j'aime le plus. Pourquoi? Mais pour la pédagogie, c'est difficile. C'est Einstein, on le sait, évidemment grand mathématicien et pas forcément bon prof de maths. C'est ce qu'on dit souvent. Tout à fait. C'est ça? Je pense que c'était... Sans faire des comparaisons, non, surtout pas, j'ai pas le même niveau. Mais non, il me semble que c'est parce que plus jeune, je n'avais aucune patience. Et qu'il faut avoir de la patience pour répéter, pour accepter qu'on n'a pas compris ce que vous avez essayé d'expliquer. D'où l'importance de la formation des professeurs. D'où l'importance de la formation des professeurs. Peut-être d'où l'importance de l'âge aussi, parce qu'avec l'âge, on devient plus calme, on devient un peu plus tolérant. Mais après, ce qui m'a donné envie, je ne sais pas comment le formuler, mais c'est l'assassinat de Samuel Paty qui a été un choc pour moi. C'est quelque chose qui m'a laissé exsangue chez moi, exsangue de tristesse, exsangue de désespoir. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était parce qu'à travers l'assassinat barbare de cet homme, c'était une certaine idée de la France, une certaine idée des Lumières, une certaine idée de l'apprentissage, une certaine idée de l'esprit critique qui avait été décapitée. Et je me suis dit, précisément, aujourd'hui, on a une jeunesse qui est soumise à une exposition au niveau des écrans qui est colossale, où ils sont... Moins depuis quelques jours, puisque vous avez vu effectivement que le décret est passé, interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Ce qui sera une excellente chose. Alors, je pense que c'est une excellente chose. Après, il y a de très bonnes choses sur les réseaux sociaux, mais c'est, je pense, l'exposition précoce qui est extraordinairement dangereuse en termes neurocognitifs, qui amène à une attention moindre, etc. À partir de 15 ans, c'est sans doute mieux. Et de toutes les façons, il faudrait que il n'y a pas que l'école qui peut encadrer ça ou que la loi, il faudrait que les parents l'encadrent bien. Ça, c'est une toute autre question. En tout cas, une jeunesse qui était donc un petit peu désemparée. Tout à fait. Vous avez senti aussi très heurté, forcément aussi, à cause de ces violences, notamment au sein de l'école, mais aussi en dehors de l'école. L'assassinat de Samuel Paty ou de Dominique Bernard, auquel vous faites allusion. Et je me suis dit que comme ils sont exposés et que les algorithmes entretiennent la jeunesse dans leurs propres croyances, ce qui leur manque le plus, c'est le discernement, savoir aller chercher l'information, la bonne, ne pas croire que ce qu'on lit est nécessairement vrai, que c'est un fait, qu'il faut le croiser avec plusieurs choses. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'en vrai, on est dans une époque où tout a l'air d'aller tellement mal que tout est fait pour nous désespérer de faire quoi que ce soit. On se dit, puisque ça ne sert à rien, autant ne pas bouger. Et je me suis refusé à faire cela. Alors, je ne fais pas grand-chose. Je prends une classe, j'ai 30 élèves. Cette année, j'ai 3 classes, j'ai 100 élèves, mais un par un. Si je peux leur apporter un peu de connaissance, un peu de discernement, un peu d'esprit critique, ensuite, ils ont peut-être des frères et des sœurs avec qui ils vont, entre guillemets, s'engueuler, discuter. Leurs parents, ils seront parents eux-mêmes. C'est pas grand-chose, mais ce vieux proverbe qui dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières, après tout, pourquoi pas? Et au moins,
à la fin des fins, j'aurais eu l'impression d'essayer d'avoir fait quelque chose. Alors, essayez d'avoir fait quelque chose. Effectivement, vous le faites en tant que professeur et manifestement, ça marche. Beaucoup de témoignages dans votre livre, Foi de prof, dont je rappelle le titre, par les éditions du Rocher. Vous racontez effectivement l'ambiance des classes, la frénésie aussi de cette exigence que vous amenez, bien entendu. Mais surtout, ce titre, je reviens, Foi de prof, qui est un plaidoyer. Et vous le dites vous-même, hein, c'est la première phrase, je crois que c'est le prologue. Hein, l'éducation privée catholique sous contrat constitue le salut de l'éducation nationale. Le salut, le mot est fort quand même. Hein. Ah, le salut, oui, là on peut le prendre au sens religieux du terme, parce qu'on voit bien que, en revanche, on voit bien que tout s'écroule, que dans les classements PISA, on est en train de reculer, et que, en revanche, dans le cadre des établissements privés catholiques sous contrat, les professeurs ont une plus grande liberté pédagogique, une plus grande indépendance, même si, évidemment, comme ces établissements sont liés à l'État par un contrat d'association, nous respectons les programmes, mais dans la mise en forme, dans la manière que nous avons d'aborder nos classes, nous sommes plus libres. Chaque établissement est différent. Chaque établissement privé catholique sous contrat a son propre règlement intérieur, qui n'est pas le même entre, que sais-je, Stanislas et Passy-Saint-Honoré, par exemple. Il y a des similitudes, mais il y a des grosses différences. Donc il y a autant d'établissements privés catholiques sous contrat qu'il y a de directeurs qui dirigent. C'est pareil pour le public. Le public, ils sont quand même beaucoup plus verticalisés dans la grande hydre administrative des rectorats. Sur l'autonomie des établissements, vous pensez qu'il n'y a pas forcément plus de liberté en fonction des chefs d'établissement ? Je pense qu'il y a des chefs d'établissement qui sont dissidents et qui le font quand même. Je le sais d'ailleurs parce que mon éditrice pour ce livre-là, son ex-mari est professeur de mathématiques dans un lycée très compliqué où il explique que de temps en temps, il y a des frigos qui tombent dans la cour de récréation au milieu des tours, tellement c'est complexe, et que si on lui laisse faire des choses qui sont interdites, c'est parce que le directeur de son établissement le lui permet aussi. C'est toujours une affaire d'homme, une affaire de volonté, mais aujourd'hui, dans les décisions qui sont prises d'un point de vue politique concernant l'éducation, alors sauf là, effectivement, par rapport aux réseaux sociaux, mais notre nouveau ministre a d'ailleurs déclaré que maintenant on allait enfin faire en sorte que s'il y a trop de fautes d'orthographe ou qu'une copie est illisible, elle n'aurait pas la moyenne au bac. C'est une très bonne nouvelle. Après, j'attends de voir si ce sera appliqué réellement. On est plus souvent confronté à une non-volonté qu'à une volonté finalement. Pardon, mais vous venez de dire quelque chose d'important, donc je rebondis quand même sans vous avoir coupé, vous l'avez remarqué. Vous dites son directeur le laisse faire des choses interdites, c'est-à-dire ? Alors j'ai pas le détail, mais je crois qu'il se permet d'être un peu plus vigoureux avec ses élèves quand ils se lèvent et qu'ils lui disent enfin monsieur et que c'est quoi être vigoureux ? On s'approche parce que tout, vous imaginez bien qu'on imagine tout. Ça s'approche du contact physique qui s'évite. Et ça, vous le cautionnez ? Non, parce qu'il n'y a pas de violence. C'est juste une histoire d'impression. Et puis après, je sais qu'il se fait applaudir tous les ans et que les élèves après réussissent à faire quelque chose. Ensuite, moi je ne suis pas dans sa classe, je n'ai pas assisté à ce genre de scène, donc je ne peux pas... Mais parlons-en, puisque justement ça me fait penser à l'autorité que vous mettez aussi beaucoup en avant. Vous parlez d'autorité, de respect, est-ce que cela veut dire qu'on a perdu l'exigence au profit de la bienveillance qu'il y a aujourd'hui et dont on parle beaucoup à l'école ? La bienveillance, c'est un mot que je vomis, moi. Ah bon ? Complètement. Parce que c'est un mot, parce que précisément dans le cycle de formation que j'ai suivi, qui était animé par un prêtre où j'y allais en reculant, parce que j'ai fait toute ma scolarité chez les pères jésuites, je connais la litanie, je connais tout ça. Et la bienveillance, c'est un mot qui est là, c'est un joli mot, mais qui a été vidé de son sens. Dès qu'un DRH vous parle de bienveillance, vous êtes sûr qu'il va vous renvoyer. Quand le président de la République emploie ce mot-là, moi, je commence à avoir peur, parce qu'il est devenu le contraire de ce qu'il est censé dire. Peut-être le président, peut-être pas le mot en lui-même. Non, mais il est employé à tort et à travers tout le temps. Tout est bien. Plus on utilise le mot bienveillant, plus la personne qui est en face de vous ne l'est sûrement pas. Moi, c'est quelque chose que je trouve extraordinairement suspect aujourd'hui. Et ce prêtre dit, nous, dans l'éducation privée catholique, on n'aime pas la bienveillance. Je me suis dit, ah bon ? Et ensuite, il ajoute, nous lui préférons la bienfaisance. Et il dit, pourquoi ? Parce que la bienveillance, c'est le bien qu'on veut faire. La bienfaisance, c'est le bien qu'on fait. Et il est vrai que la bienveillance, elle est velléitaire. La bienfaisance, elle est volontaire. J'entends parfaitement. Cette même exigence, vous l'appliquez à vous-même. Est-ce qu'en entrant, j'allais dire, non pas en religion, mais dans l'éducation, vous avez vous-même changé, comme vous revendiquez aussi d'avoir changé certains élèves ? Je ne revendique pas les avoir changés, il me semble qu'ils ont changé. Après, je n'ai pas cette prétention-là, surtout pas. Mais moi, ils m'ont transformé tout le temps. Enfin, je ne suis plus du tout le même homme depuis que je suis passé dans leur classe, que j'ai croisé leur vie, que j'ai croisé leurs copies, que j'ai croisé l'intérieur de leurs pensées.
Et je peux même vous dire qu'en vrai, chaque cours vous transforme. Et même à chaque cours que je prévois, je pense qu'il faut que je me réadapte toutes les 5 minutes. Parce que y a un groupe qui discute trop, on prend du retard, on fait une digression, on revient. Il faut être capable de changer en continu et on change soi continuellement. Une pédagogie qui est une vraie réflexion, effectivement, un témoignage de terrain. Vous citez d'ailleurs Montaigne, transmettre, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Forcément, vous faites allusion aussi au Cercle des poètes disparus, admirablement bien repris par Stéphane Fraisse et Philippe Torreton récemment d'ailleurs au théâtre. Je vous conseille d'y aller si vous ne l'avez pas encore vu. Mais est-ce que c'est aussi ça que vous essayez d'inspirer, d'insuffler à vos élèves aujourd'hui? Oui, alors Montaigne dit allumer un feu, moi je dirais plutôt allumer une flamme, parce qu'un feu on ne sait jamais quand est-ce qu'il s'arrête. Si un feu commence à brûler toute la maison, ça devient compliqué. C'est ça d'ailleurs dans le Cercle des poètes disparus qui est... Parce que la figure du professeur Keating, qui moi m'émeut, j'avais 15 ans lorsque j'ai vu le film et j'en ai pleuré, lui arrive, sans le vouloir, il a allumé un feu tellement puissant qu'un jeune adolescent finit par mourir. Alors il ne peut pas être tenu responsable puisque Niels Perry lui avait dit qu'il avait parlé à son père alors que c'était faux. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de mesurer, c'est très difficile et je ne sais pas si on y arrive complètement, mesurer le feu qu'on allume, la puissance qu'il a. Il faut essayer de doser par rapport à cela et c'est tout l'enjeu. En vrai. Je reviens évidemment aux prémices de votre arrivée dans l'éducation nationale. Vous parlez effectivement de l'assassinat de Samuel Paty et de votre envie de pouvoir donner un peu de vous-même effectivement à la jeunesse française. Vous parlez quand même beaucoup de l'éducation donc privée sous contrat, l'éducation privée catholique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez au public en dehors effectivement du manque de liberté que vous avez cité juste avant? J'aimerais qu'on parle aussi du financement. Ah, par rapport au financement des écoles privées? Déjà, qu'est-ce que vous reprochez déjà au public? Déjà. Moi, le public, je lui reproche une certaine froideur et une certaine déconnexion par rapport à la réalité du terrain. Ce ne sont pas les professeurs. Les professeurs du public sont des gens qui se battent admirablement. Non, ce sont ceux qui font les programmes. Ceux qui font les sont les mêmes que dans le privé, sous contrat? Oui, ce sont les mêmes, mais ceux qui font les programmes n'ont pas vu d'élèves réels en tant que prof depuis l'époque du Minitel. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une génération qui s'informe sur TikTok. Par exemple, l'année prochaine, c'est devenu très compliqué, le bac français, on a des objets d'études. Argumentation, roman, poésie, théâtre. Très bien. Ils changent tous les ans ou tous les 4 ans, je ne sais plus, on change chaque objet d'étude, les livres, parce qu'en fait, on a seulement le droit à choisir parmi 4 livres pour chaque objet d'étude. Nous, avant, on pouvait choisir dans tout le panel de la littérature française du 16e jusqu'à maintenant. Ils vont mettre Chrétien de Troyes pour des élèves qui ont 16 ans, la traduction de l'ancien français. C'est pas possible. Et ils se plaignent que les élèves ne veulent plus lire, qu'on n'arrive pas à les intéresser aux Français. Il faut leur donner des livres qu'ils ont envie de lire. Il y a un manque de cohérence, c'est ça? Il y a un manque de cohérence complet. Ils ne savent pas. Ils donnent des livres qui vont dégoûter les élèves du fait de lire, alors qu'on leur demande, on nous demande de faire en sorte qu'ils aient envie de lire. Mais si on n'a pas le choix de leur donner... Par exemple, moi, chaque année, c'est que ça n'est que ma 2e année, mais dès que je fais Bel Ami, de Maupassant, ça marche. Donc vous y consacrez un chapitre d'ailleurs. Ça marche à chaque année. Depuis 2 ans, à chaque fois, c'est là où la bascule se fait. À chaque fois, ils disent monsieur, mais le livre est trop long, trop gros, on va jamais réussir à lire. Quand on rentre juste après Noël, ils disent c'est vachement bien Bel Ami en fait. Et là, tout devient possible. Il faut travailler dans la réalité des élèves qu'on a en face de nous. Il ne faut pas être platonicien à partir d'un élève idéal qui n'existe pas, mais il faut partir des élèves qui existent et qui sont là devant nous. Ça me semble être la seule solution. Dernière question, et celle qui fâche un peu. Qu'est-ce que vous pensez de la répartition des financements, forcément, entre public et privé? Vous savez bien qu'il y a un énorme débat sur cette question-là. Oui, je pense que c'est un faux débat. Les inégalités sociales et scolaires. Je pense que c'est un faux débat, parce que d'abord, dans ma classe, je n'ai pas que des gosses de riches, pour être très clair. Ils viennent de partout. J'ai toutes les origines sociales, toutes les confessions, toutes les couleurs de peau. Et les parents qui font le choix, quand ils sont de milieux modestes... 16e arrondissement. Ah, mais je vous promets, j'ai des élèves qui viennent d'Argenteuil, dont certains parents sont dératiseurs, ils ne sont pas du tout chefs d'entreprise. Et en vrai, j'ai regardé, il y a eu un rapport du Trésor, qui justement s'est penché sur toutes ces questions-là en décembre 2025. Et il y avait autrefois une étude qui avait été faite par la CEGEC, qui a expliqué, parce qu'on dit en gros que le privé volerait de l'argent que le public n'aurait pas. Très bien. Mais si on nationalisait tous les établissements privés catholiques français, il faudrait quand même qu'on accueille tous les élèves qui y sont. On ne peut pas les laisser dehors. Vous savez combien ça coûterait de plus à l'État? 9,4 milliards. Donc en vrai, l'école privée
catholique sous contrat fait faire 9,4 milliards euros d'économies. Vous l'avez calculé comment? Il est calculé dans un rapport qui est de la CEGEC, qui est disponible sur Internet, que vous trouvez. Oui. Ouais. Donc, dans l'enseignement catholique aussi. Oui, aussi. Alors après, effectivement, on peut se demander si c'est... on peut je dis pas que c'est faux, je donne juste les sources. Mais en tout cas, mais on ne peut pas dire... Et puis après, il faudrait savoir pourquoi, déjà, est-ce que... Pourquoi est-ce que la scolarité a un certain coût? C'est parce que l'éducation privée catholique n'est pas propriétaire des bâtiments. Ça a un rapport avec le foncier aussi. La cantine est aussi beaucoup plus chère. Et donc, ça coûte plus cher aux familles, mais parce que les communes ne financent pas à la même hauteur. En même temps... La cantine, c'est en plus de la scolarité. Et il faut quand même savoir aussi que les frais de scolarité sont calculés par rapport au quotient familial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination... il ne faut pas être nécessairement riche pour aller dans l'éducation privée catholique sous contrat. Harold Cobert, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le Grand JT. Merci à vous. Voilà, un prof motivé, foi de prof, une année dans l'enseignement privé catholique, édition du Rocher. Le livre est évidemment dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous. Merci à vous. On va tout de suite retrouver la chronique de Shirley Adelaide. Shirley, c'est l'heure de votre chronique et ces derniers temps, on a vu, vous avez vu, vous êtes penché sur cette question. Les politiques prennent de plus en plus de place dans les canapés ou les fauteuils des youtubeurs, une tendance qui pose un certain nombre de questions. Oui, alors les journalistes de France Info ont étudié le sujet, enquête à l'appui. Ils ont notamment cité le cas du youtubeur Sam Zira, 38 ans, 2 millions d'abonnés le suivent sur sa chaîne YouTube. Son changement de ligne éditoriale a été significatif, Virginie. Pendant longtemps, il n'a reçu que des personnalités issues de la télé-réalité. Et depuis quelques temps, en fait, il creuse l'intimité, cette fois des politiques. Il a reçu Yael Braun-Pivet il y a 6 mois. L'entretien dure 1 heure pendant laquelle Sam Zira tutoie la présidente de l'Assemblée nationale, tout comme il tutoie ses autres invités. 1 heure pendant laquelle il la questionne sur l'éducation, sa famille, son combat contre le cancer, sur le féminisme et puis sur les pressions qu'elle subit au quotidien. Dans le confessionnal de ce youtubeur aux couleurs rose et blanche, les politiques de tous bords se succèdent. Clémentine Autain, Sébastien Chenu du RN, Manon Aubry ou Louis Boyard de LFI. Alors, pourquoi soudain convier les politiques? La réponse de Sam Zira. Sur l'ensemble des réseaux, ça cartonne, ça marche très bien et le public interagit, pose des questions, suggère des futurs interviewés, c'est plutôt cool. Elle cartonne donc ces interviews long format qui portent sur la personnalité, la vie des politiques, autrement dit, qui ils sont plus ou moins en dehors de leurs fonctions. C'est un peu la version YouTube, à vrai dire, de l'émission télévisée Une ambition intime de Karine Le Marchand, si vous voyez à quoi je fais référence. Très bien, très bonne émission d'ailleurs. Certains parlent quand même un peu de politique, heureusement d'ailleurs. C'est vrai, mais la plupart du temps, c'est pour en raconter les coulisses. Rachida Dati, tout sur les secrets et les rumeurs autour de sa carrière. Voilà le titre de la vidéo publiée hier par Guillaume Play, le youtubeur, dans son podcast Légende, suivi par 3 millions de personnes. Un peu avant, c'était Gérald Darmanin, l'actuel ministre de la Justice, qui était venu raconter les dessous de la politique. Alors oui, Gérald Darmanin parle ouvertement de ce qu'il pense des OQTF, de la politique carcérale qu'il mène, et notamment de son projet de prison de haute sécurité. Vous savez, à Vendin-le-Veil, dans le Pas-de-Calais, qui a ouvert cet été, en juillet, qui isole les détenus les plus dangereux de France. Mais l'angle de l'émission, c'est plutôt, c'est quoi la vie d'un ministre? Ça fait quoi de se faire réveiller à 2h du matin par un policier qui a libre accès à sa chambre parce qu'il y a une urgence, tout simplement? Est-ce qu'il se confie à sa femme? Quels sont ses rapports avec le président de la République? Ou alors, comment est-ce qu'on lui a annoncé la mort de Samuel Paty? Quelque part, on a un peu l'impression de découvrir quelqu'un, et puis aussi ce que c'est que d'être ministre dans la vie de tous les jours. Tout comme on découvre ce que c'est de porter un projet au Parlement. Quand on est député, Arthur Delaporte s'est aussi prêté à l'exercice en face du youtubeur Sam Zira dont on parlait tout à l'heure. Le député socialiste a parlé de son combat contre les arnaques des influenceurs. Mais voilà, dans ces interviews, l'idée n'est pas de rendre compte aux Français, mais de raconter. Alors avant, c'était davantage à la télé, effectivement. Pourquoi ils acceptent, ces responsables politiques, d'aller voir ces youtubeurs? Comme on peut facilement l'imaginer, là, l'intérêt, c'est de toucher massivement les jeunes qui s'informent principalement via les réseaux sociaux. Écoutez ce qu'en pense le député Arthur Delaporte, justement.
On a le temps de déployer une réflexion, d'aller plus au fond des choses et de trouver aussi de nouveaux publics. Je pense en particulier aux plus jeunes et plus largement à des tranches, on va dire 20-35 ans, qui peuvent avoir un intérêt pour la politique, mais qui n'est pas forcément un suivi de l'actualité au quotidien. Et pour ça, ils ont le temps de déployer effectivement leur réflexion, puisque je ne l'ai pas précisé, mais Gérald Darmanin, par exemple, c'est 2h30 d'interview. C'est quand même considérable. Bon, néanmoins, il faut garder en tête que les prochaines présidentielles, c'est dans 2 ans, et certains politiques peuvent se servir de ces interviews pour booster un peu leur notoriété et faire de la com à l'approche de ces échéances. Autre question importante, Shirley, à l'heure où il existe des youtubeurs qui sont des références évidemment en la matière, en matière d'information pour les jeunes dont vous parliez, comme Hugo Décrypte par exemple, que l'on connaît presque tous. Quelle posture adopter face à ces interviews ? Il faut garder quand même un esprit critique, parce que ces interviews, aussi intéressantes et divertissantes soient-elles pour les internautes, elles ne sont pas réalisées par des journalistes et donc pas soumises aux règles déontologiques de la profession. On ne doit donc pas attendre des youtubeurs qu'ils contredisent, qu'ils nuancent ou qu'ils recontextualisent. Les invités sont traités comme des célébrités et pas comme des politiques. C'est ce qu'ils font aux États-Unis. Et Jack Bratish, c'est un enseignant à la Rutgers University de New Jersey. Il l'expliquait au micro de France Culture l'année dernière dans un contexte bien particulier. C'est une sorte de monde alternatif, dans lequel on trouve ce qui pourrait ressembler à de l'information, car c'est sous la forme d'un long entretien de plusieurs heures. Mais contrairement à ceux des médias traditionnels, il n'y a pas de questions-réponses directes. On ne s'intéresse pas aux faits. Ce sont des histoires, ce sont des personnages, ce sont des émotions, de l'humour. On ne prend pas la politique au sérieux. Et Trump est parfait pour ça. Pour ses influenceurs, Trump est une célébrité, un modèle même, mais pas un politicien. Donald Trump, qui a été très soutenu par les influenceurs et podcasteurs conservateurs, libertariens ou d'extrême droite. Il doit en partie sa victoire à cette communauté-là. Pour ce qui est de nous en France, ces interviews, c'est pas que c'est bien ou mal, mais il faut avoir en tête que ces interviews peuvent être utilisées d'une certaine manière ou voire instrumentalisées. Merci beaucoup, Shirley. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. L'idée, c'est de montrer que c'est une belle spécialité qui est dynamique. C'est un métier qui permet de faire du bien aux gens, de soigner des gens et par ailleurs qui fédère une communauté de gens qui aiment ça, qui aiment soigner les gens et que c'est une vraie discipline, quoi. Elle est encore victime, j'ai quand même le sentiment, j'en parlais déjà l'année dernière, la psychiatrie de bon nombre de clichés. Au sein des étudiants en médecine, y compris au sein des étudiants en médecine, oui. C'est même méconnu des étudiants en médecine, Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a été vraiment quantifié par de multiples études sur le fait que généralement les gens considèrent que les psychiatres ne sont pas des vrais médecins, qui sont aussi malades que les patients qui soignent, que si on est psychiatre, carrément. Voilà, ça va être des choses comme ça, que c'est des gens qui sont farfelus, qui sont quasiment dans une espèce d'altérité qu'on ne peut pas comprendre. Donc il y a énormément de clichés qui sont véhiculés, qui sont généralement associés à l'idée que c'est quand même quelque chose de beaucoup moins prestigieux. Et c'est dommage parce qu'en fait derrière ça, nous en soi pour les internes de psychiatrie ça ne nous fait jamais très plaisir, mais surtout c'est pour les patients parce que derrière ça, généralement les gens qui pensent ça ont aussi beaucoup de préjugés pour les patients. Et on rappelle que c'est quand même au moins c'est 20 à 30% des Français qui consultent fréquemment un professionnel de santé mentale. C'est énorme. Piano LED, c'est quoi ? Alors, Piano LED, c'est un dispositif lumineux qu'on va fixer sur n'importe quel piano numérique pour le rendre intelligent et pour apprendre ces morceaux comme ça en suivant les lumières qui vont s'afficher sur le dispositif. Il s'accompagne d'une application dédiée au produit dans laquelle on va pouvoir sélectionner les morceaux qu'on veut travailler, fixer un tempo, fixer la main qu'on veut travailler, droite, gauche ou mettre à deux mains. Et voilà, jouer avec plein de fonctionnalités directement dans l'application qui le contrôle. Donc voilà, c'est un dispositif innovant pour apprendre le piano autrement. Et justement, je vous propose de découvrir quelques images de piano LED. Toi, du coup, parce qu'on parlait effectivement, on disait que c'était encore tabou, même chez les étudiants qui ont choisi, et je me suis dit, t'as choisi, tu t'assumes, t'es fier de faire ça, mais que c'était encore tabou. Vous dites assez...
assez facilement que justement vous bossez en psychiatrie ou pas? Alors moi je suis pas encore spécialisé. On peut encore choisir quoi. C'est ça, j'ai encore le temps. Mais pour les étudiants du moins qui s'y intéressent, c'est pas du tout tabou de dire qu'on est intéressé par cette spécialité, et je pense que c'est de plus en plus le cas, et ça plaît de plus en plus aux étudiants. C'est plus tabou de parler de problèmes psychologiques que peuvent ressentir des proches ou que on peut avoir. En tant qu'étudiant en médecine, c'est assez compliqué, mais dire qu'on veut s'intéresser à la spécialité, je pense que ça l'est pas du tout, et ça le deviendra encore moins. Est-ce qu'on parle de pression aussi, parce qu'on a parlé effectivement de ces stages, de la responsabilité qu'on a tout d'un coup, j'imagine. Est-ce qu'on parle aussi de la pression que l'on peut avoir au travail au vu des dossiers qu'on a gérés, quoi? Alors, oui, absolument. Je dis dossiers, pardon. Non, mais en effet, on parle aussi parfois de dossiers pour décrire la technicité, etc. Enfin, c'est des êtres humains, mais c'est pour rendre les choses un peu parfois plus faciles à discuter. Il y a tout à fait une dimension, en fait, dans tout exercice médical, il y a une pression parce qu'en fait, on prend des responsabilités, on s'engage sur les individus, on leur prescrit des traitements qui ont des bénéfices mais aussi des risques. On est responsabilisé assez tôt, du coup? Oui, en tout cas, en fait, tout médecin en fait a en tête qu'il a un enjeu de responsabilité dans ses prescriptions, que dans les certificats qu'il fait, qui vont être utilisés parfois chez les gens, ne serait-ce que dans le cadre du travail, dans le cadre des études, quand on prescrit un arrêt de travail, quand on fait des demandes de dossiers d'invalidité. En effet, on met des choses en jeu sur le plan social pour les gens. Vous nous expliquez que le solfège, c'est pas forcément la seule voie pour apprendre. Et en même temps, vous avez fait 10 ans de conservatoire. Alors pourquoi est-ce que ça vous a pas suffi à vous pour vous mettre à l'aise avec le solfège? Qu'est-ce qui bloquait et qui bloque peut-être aussi pour un certain nombre de personnes? Alors il faut savoir que j'étais ce profil d'élève qui avait beaucoup de difficultés en formation musicale, en lecture de partitions, mais ça m'a pas empêché en fait de faire 10 ans de conservatoire et d'atteindre des cycles de piano très intéressants. Donc j'ai atteint un bon niveau au piano, j'adorais jouer mon instrument, mais vraiment ce côté très théorique me freinait beaucoup. Et en fait, en parlant autour de moi et en regardant un peu ce qui se passait dans mon école de musique, il y avait un taux d'abandon énorme à cause de ça, peut-être à cause de la manière dont c'était enseigné. Et là, le problème était tout trouvé, c'est-à-dire qu'il n'était même pas personnel, il était plus global que ça. Et il s'agissait de trouver une solution pour pallier à ce problème d'abandon de l'instrument à cause d'un facteur externe, quoi. Alors aujourd'hui, avec Piano LED, a priori, plus besoin justement de savoir lire les partitions? Alors, c'est un tout. C'est-à-dire que Piano LED peut vous accompagner sur vos premières sessions de jeu, vraiment atteindre un niveau très intéressant sans formation musicale. Et derrière, grâce à l'application, on va pouvoir vraiment adapter son apprentissage. Donc, si on veut apporter toute la théorie musicale qu'il faut, qu'il faut pour compléter au global sa formation, on peut afficher aussi les partitions synchronisées avec les LED qui vont défiler sur votre piano. Donc, encore une fois, c'est vraiment l'objectif, c'est de s'adapter au parcours d'apprentissage de chacun, tout en s'amusant avec l'instrument le plus vite possible, en fait. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. À la réal ce soir, Xavier Sanchez, au son Thibaut Goury-Lafont, le maquillage Taï Sayad, Siam Karbouche et Elodie Wilfried à la rédaction. Très belle soirée, je vous retrouve demain. Ciao.